Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième séance du séminaire doctoral Les mathématiques et les mondes. Alors, avant de présenter l'intervenante d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler quelles sont les dates des prochaines séances du séminaire. Alors, le 4 février, on aura le plaisir d'accueillir ici Fausto Fraisorpi de Freiburg, qui nous parlera d'utiliser l'espace topologique comme modèle des lettres du perspectivisme au multiversum. Et le 16 février, un mardi, on aura ici Flavio Baracco et Valerio Bonomo de Milan qui nous parleront de philosophie des mathématiques. Alors, en ce qui concerne le séminaire d'aujourd'hui, on a ici Francesca Musto, doctorante à l'École normale supérieure en co-tutelle avec l'Université San Raffaele de Milan. Elle travaille sous la direction de M. Marc Crépon à l'ENS et Massimo Donà à Milan. Et elle va nous parler de les crépuscules de l'épistémé de la spéculation de Severino. Alors, je laisse Francesca introduire son sujet de thèse de façon très rapide. Et après, à son exposé, elle la remercie encore d'être ici aujourd'hui et de parler dans notre séminaire. Merci. Bon, bonjour à tous et merci d'être là. J'introduis très rapidement le sujet de ma thèse qui est intitulée Un cénacle philosophique, éternité, néantité et durée, ou le devenir dans les philosophies de Bergson, Sartre et Severino. Je me propose donc pendant ma thèse de poser une confrontation entre ces trois auteurs, à savoir sur les thèmes ontologiques qui apparaissent enchaînés entre avec la raison en fait hegelienne de poser une thèse, une antithèse et de penser la spéculation de Severino comme une synthèse. Mais je commence tout de suite à parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est les crépuscules de l'épistémé dans la philosophie d'Emmanuel Severino. Emmanuel Severino est un auteur qui déploie son activité universitaire, surtout entre l'université Ca' Foscari de Venise et le San Raffaele de Milan. Et pour Emmanuel Severino, toute l'histoire de la philosophie en fait s'avère être comme une histoire de l'épistémé. Et en plus, cet auteur ancre les résultats de son enquête théorique dans une herméneutique. Et donc cela nous permettra d'un côté de poser des précisions sur des aspects de sa philosophie et de l'autre côté de faire face à des auteurs de la philosophie antique qui seront déterminants pour la conformation en fait de la critique à l'épistémologie de Severino. Donc Severino est un auteur qui n'est pas trop connu au dehors des confins italiens. Pour cette raison, je veux donner une valeur introductive à ce séminaire en respectant donc cette volonté. Et j'ai décidé de commencer mon exposé en partant d'un thème qui est un topos philosophique qui recourt à l'intérieur de la philosophie depuis ses origines et qui est servi en fait pour expliquer l'origine elle-même de la philosophie. Il s'agit donc du Théoma qui recourt déjà dans le texte platonicien du Théétète, dont je reprends la traduction de Victor Cousin, que vous avez comme premier texte dans votre exemplaire. L'étonnement, dit Platon, est un sentiment philosophique. C'est le vrai commencement de la philosophie. D'ailleurs, Aristote, dans le deuxième livre de la métaphysique, en suivant la traduction de Dominique Jolin, affirme « C'est en fait par l'étonnement que les humains commencent à se philosopher. D'abord en s'étonnant de ce qu'il y avait d'étrange dans les choses les plus banales, puis quand ils avançaient peu à peu dans cette voie, en interrogeant aussi sur des sujets plus importants, par exemple sur les changements de la Lune, sur ceux du Soleil et sur la naissance du tout. » On comprend donc que déjà la définition du contenu théomatique du cosmos est plus claire en fait en Aristote par rapport à Platon. Il dit en fait que le contenu théomatique qui engendre la philosophie elle-même, c'est le changement et la naissance. On comprend donc qu'il s'agit du devenir. En fait, bien que la tradition ait traduit le terme théoma par la locution merveille, celle-ci s'avère pour Severino une locution trop faible pour exprimer l'épouvantable consternation de l'homme qui, face à l'incessant devenir de tout ce qui est, en fait, de la découverte rationnelle de l'existence, en découle de la conscience de son caractère éphémère, ce qui implique d'un côté la menace de la disparition et de l'autre l'imprévisibilité de quand cela se produira et donc l'imprévisibilité du futur
en soi. L'être humain n'expérimente donc pas un état apaisant et réconfortant lorsqu'il éprouve le tauma décrit par Aristote et par Platon. Mais il éprouve un état qui est plus semblable au tauma zen décrit par Homère dans le 9e chant de l'Odyssée, lorsque Ulysse rencontre le géant Polyphème. Il s'agit donc d'une angoisse qui, dans un contexte qui contraint l'existence entre les catégories d'être et de néant, assume les traits de la terreur primordiale de la disparition. Il s'agit ainsi d'un stupor mondi, soit d'une épouvantable consternation qui amène l'homme à la possibilité que le tout soit réduit à un rien. Je reprends donc ici un petit extrait del Muro di Pietra, qui est un texte édité en 2006 par Rizzoli, à la page 20. Persuadé de répéter ce qu'Aristote disait, on affirme souvent que la philosophie est engendrée par la merveille. Mais on ne s'aperçoit pas que le mot tauma, prononcé par Aristote, évoque premièrement l'angoissante terreur qui se produit en présence du temps et du devenir, soit en présence de bouleversantes transformations du monde. Ce n'est que d'une manière dérivée que le mot tauma évoque la dimension irénique de la merveille, et c'est votre troisième texte. Ainsi donc, Severino considère que l'attitude humaine, qui est une attitude essentiellement épistémique, comme on le verra, c'est une attitude à chasser avec vérité la douleur qui rend fou nos esprits. Pour dire cela, Severino reprend donc les mots d'Eschyle exprimés dans l'Agamemnon et en particulier dans l'hymne à Zeus. Donc l'homme est perpétuellement menacé par la menace de sa disparition, et cela est dû à une conception qui voit le néant comme une composante de l'univers, à savoir du devenir. Et c'est cela qui donne un caractère épouvantable à la transformation du monde. Ainsi donc, toute la pensée occidentale est une tentative de répondre à l'appel d'Eschyle, de chasser effectivement avec vérité ce qui rend fou les esprits. Pour le faire, donc, l'homme a essayé de s'accoutumer à Dieu et d'acquérir d'un côté l'immortalité de ce dernier et de l'autre sa prévoyance. Et cela est évident dans les figures que la tradition a considérées ubriques, telles que l'image d'Adam et de Prométhée. Adam, d'un côté, essayait de manger le fruit défendu en essayant de se livrer en quelque manière en tant qu'étant de son rapport avec l'être. Il espérait ainsi conquérir des atouts qui sont propres à la divinité. De l'autre part, Prométhée contient déjà dans son étymologie le sens fondamental de l'épistémé. En effet, le mot Prométhée est composé d'une partie qui signifie pro, donc à l'avance, et de l'autre meidoma, qui signifie en fait penser. Donc penser à l'avance et donc prévoir. Dans le Prométhée enchaîné, en fait, selon la traduction que Severino en donne dans Il Giorgio à la page 30, Prométhée dit panta pruxebista mai, c'est-à-dire j'ai prévu toutes les choses. Severino n'associe donc pas le caractère ubrique de ces figures au fait de vouloir rassembler à Dieu, mais plutôt au fait de vouloir considérer le devenir entendu comme une sortie et un retour au néant, comme une vérité inéluctable du monde. La première réponse que l'homme occidental a posée donc par rapport à cette épouvantable consternation face à tout ce qui est, c'est une réponse mythique. En effet, le conte mythique est déjà une forme de signification cohérente de l'univers qui en permet une interprétation stable. Cependant, le mythe manque d'un caractère allégétique. D'abord parce qu'il est inconscient de son caractère salvateur par rapport au néant. Et ensuite, car il manque du caractère qui sera fondamental pour Severino pour exprimer toute vérité. C'est un caractère qu'il définit comme incontrovertibile, incontrovertible en anglais, ce qui donne de manière plus forte par rapport au mot français qui est irréfusable, le sens de contredire intimement la vérité là où on en pose une autre qui ne soit pas celle épistémique. En plus, on voit que le mythe ne contemplait pas vraiment le devenir comme intriqué par le néant. Et c'est pour cela que Aristote peut affirmer qu'il y a un esprit commun entre les philomythos et les philosophos, donc les amants du mythe et les amants de la sagesse. Nous reprenons ainsi le texte de Severino, La potenza dell'errare, à la page 131, et c'est votre quatrième texte en fait. Le mythe pré-philosophique ne pense pas le néant. Pour cela, il ne s'aperçoit pas que la mort est un anéantissement. Il ne voit pas l'extrême péril et donc il ne sauve aucune chose de ce dernier.
Il y a donc un esprit commun, comme on a dit, entre les premiers philosophos et les philomythos. En effet, la division qui a été faite traditionnellement entre les présocratiques et les post-socratiques est transposée par Severino en des termes différents. C'est-à-dire qu'il divise la philosophie ancienne en une partie qui est pré-parménidéenne et post-parménidéenne. En effet, avant Parménide, le principe ex nihilo nihil fit n'avait pas besoin d'explicitation, que le néant était exclu de l'univers et était pris comme une vérité évidente. Aucune chose ne pouvait naître ni mourir entrepassant la ligne entre l'être et le néant. C'est ainsi qu'ils ont donné lieu à une recherche énologique, là où le eis signifie l'unité donc du principe qui est capable d'accueillir en soi les transformations de l'étant sans que ce dernier soit jamais menacé par la négativité du néant. Bien que ce principe puisse être tellement large, jusqu'à arriver à l'infinité de l'apéron aleximandrien, l'exclusion du néant n'était jamais mise en cause. Cependant, il y a un moment, donc après la spéculation parménidienne, où l'homme recommence à sentir l'intrication du devenir dans toutes les transformations du néant. Reprenons donc Il muro di pietra, cette fois à la page 12, et ça doit être votre 5e texte. Je spécifie que je vous traduis en fait les textes sévériniens, mais j'ai pas mis la traduction par écrit parce qu'il me semblait plus juste en fait vous la dire à l'oral, mais ne pas la certifier de manière socratique un petit peu. Et donc, je vous lis en fait en français, vous avez le texte en italien comme référence. Au début de notre civilité, la philosophie entend ainsi la puissance des hommes, aller au-delà du mythe, en aboutissant à la vraie connaissance de l'univers, qui rend vraiment capable d'extraire les êtres du néant et de le repousser. À partir de ce moment, l'Occident veut acquérir cette forme de puissance, qui est l'extrême, car à la fin, on reconnaîtra qu'il ne peut pas y avoir des limites à la volonté de puissance, quand elle veut produire quelque chose qui n'est pas présent, mais qui est encore un néant. Donc on comprend déjà que la présence du néant à l'intérieur du monde fait en sorte que l'homme puisse exercer une volonté de puissance sans trouver de limites à cette dernière. Or cela sera la partie conclusive de notre exposé que nous ne voulons pas anticiper. Donc, nous lui mettons à dire pour l'instant que quand l'homme ressent l'insuffisance du mythe, en particulier l'insuffisance allégétique de ce dernier, donc l'insuffisance du remède en fait au péril du devenir, il essaye de combler ce manque de vérité à travers un savoir que, comme on l'a défini, il est incontrovertible et incontrovertible, c'est-à-dire irréfusable et stable. Ainsi donc la douleur de la mort fraye le chemin au logos philosophique en marquant le passage entre un temps pré-philosophique et un autre philosophique. Ce savoir donc qui est irréfusable ne peut être démontré par l'intervention d'aucun autre temps dans notre cosmos. Il doit être donc supérieur au devenir lui-même. Severino dit, toujours dans le Muro di Pietra, à la page 92, la métaphysique signifie aller au-delà du monde, en devenir, par le biais d'un savoir qui ne peut être nié par le temps, par les mœurs et néanmoins par Dieu. Il s'agit donc de l'épistème, qui traditionnellement a été traduit par le mot science, mais qui, selon Severino, caractérise tout l'esprit de la pensée occidentale. En effet, l'épistémie contient en soi une étymologie qui est déjà très claire. D'un côté, il y a la partie épi, qui signifie sur, et de l'autre côté, il y a la partie istémie, c'est-à-dire l'être, dans un sens de demeurer. En effet, istémie contient en soi la racine indo-européenne sta, qui signifie justement une permanence. Donc, l'épistémie s'avère comme le remède adéquat pour gouverner le devenir qui s'étale sur la terre. En effet, le devenir porte dans son mot le sens d'aller vers le bas. Donc, si le devenir devient la réalité la plus évidente dans le monde empirique, il faut une réalité majeure, une réalité rationnelle majeure qui puisse en fait le gouverner. La philosophie donc se définit épistémée en tant que prévision du sens de la totalité, du cosmos comme de la physis. Ainsi, l'écart entre les sciences et la philosophie, et plus en général entre les sciences humaines et les sciences mathématiques, s'avère beaucoup plus subtil dans la philosophie.
de Severino. L'épistémie s'avère donc le remède adéquat pour chasser avec vérité, une vérité incontrovertible, la douleur qui rend fou les esprits. Et elle s'avère aussi comme l'instrument adéquat pour accomplir les projets d'Adam et de Prométhée, soit d'acquérir l'immortalité divine et la prévoyance des dieux. Donc pour accomplir, disons, cette cible qui est propre à l'épistémie. L'épistémie crée des hélicroson, et c'est là qu'on reprend donc un terme platonicien qui signifie normalement les idées. Donc il crée des entités pures et immuables et éternelles, car aucune intervention de l'étang peut modifier en fait ces structures. Ainsi donc l'imprévisibilité de la dynamisme fraye le chemin à la litanie des hélicroson. Ainsi la définition d'animal rationnel qui recourt pendant toute l'histoire de la philosophie peut être pour Severino transfigurée dans un sens d'animal épistémique, dans le sens qu'il essaye pendant toute sa marche de dépasser en fait ce qui est le devenir. D'ailleurs, pour accomplir le projet donc de Prométhée, donc pour avoir une prévoyance totale du cosmos, l'homme essaye de rendre calculable tous les étangs. Cela donc comporte une immobilisation de ce dernier qui permet donc d'en saisir l'éternité. Cela donc nous conduit à l'essence anticipatrice du cosmos, là où toute connaissance doit être configurée comme adhésion à tout ce qui est une ordonnance préconstituée et donc un cadre notionnel établi a priori. En effet, déjà, le sens de tamathema signifie en fait ce que l'homme connaît à l'avance. Et cela, et si on pensait que Severino partage en fait avec Heidegger dans une idée que recourt aussi dans le texte Heidegger à des chemins qui ne mènent nulle part. Ainsi donc la césure entre l'essence humaine et l'essence naturelle se trouve presque totalement éliminée de la structure philosophique de Severino. Cependant, si l'épistémie peut se poser comme un remède à la douleur qui rend fou les esprits et donc au devenir, c'est seulement car elle reconnaît comme vérité évidente la pathologie de laquelle il espère de se sauver. La pathologie, donc, c'est le devenir entendu dans un sens nihiliste comme une sortie et un retour au néant. C'est seulement cela qui peut motiver en fait la construction d'un appareil transcendantal qui puisse dépasser cette douleur. Ainsi donc, l'épistémie est bâtie sur le paradoxe de vouloir nier le fondement sur lequel elle repose. Elle se pose comme savoir irréfutable, justement car elle a conscience qu'il n'y a pas de stabilité dans le cosmos. C'est donc ce caractère antithétique qui conduit Severino à penser que l'épistémie doit nécessairement aller vers l'heure crépusculaire et la franchir dans le monde contemporain. La pathologie donc de laquelle on parle, c'est de n'avoir pas compris en fait la structure originaire de l'être. Pour Severino est claire et évidente. On reprend ici un autre texte de Severino édité par Adelphi en 1995, qui s'appelle Tatotes. C'est un texte dédié en fait à l'idée d'identité et c'est un texte dédié en particulier à Aristote. Et nous lisons, toujours je vous traduis, vous avez l'exemple en italien. Or, pour la pensée occidentale, quelque chose peut devenir et être désormais autre que soi. Seulement dans la mesure où il s'est soustrait, il s'est épanoui, il s'est anéanti. Le bois est désormais devenu de la cendre, dans le sens où le bois, en tant que tel, est devenu un néant. Si le bois, en tant que tel, n'était pas devenu un néant, le bois ne serait pas devenu de la cendre. Ce qui signifie en fait que seulement en pensant qu'il y a un passage entre l'être et le néant, que le devenir est retenu possible dans notre monde, que donc le bois puisse devenir un jour de la cendre. Or cela, selon Severino, est une violation du principe de non-contradiction, auquel il donne un caractère absolu et non pas temporel. En effet, Aristote, dans le livre de l'interprétation, bien qu'il effrayé d'un côté ce que Severino appellera, en reprenant Parménide, le chemin du jour. Donc il est séparé quand même l'être du non-être en donnant un caractère temporel à cette
séparation, il a aussi donc frayé le chemin de la nuit, donc du non-être, de l'infiltration du néant dans notre cosmos. Je reprends donc le livre de l'interprétation dans la version éditée par Flammarion en 2007. Il est nécessaire que ce qui est soit tant qu'il est, et que ce qui n'est pas ne soit pas tant qu'il n'est pas. Mais ce n'est pas pour autant que ce soit nécessairement que tout ce qui est, ni que tout ce qui n'est pas, car c'est une chose que tout ce qui est nécessairement quand il est. Et c'en est une autre chose, qu'il est nécessairement de façon simple. Il en est de même pour tout ce qui n'est pas. En fait, ici, Aristote sépare donc l'être du néant dans les limites dites par Chronos. En fait, c'est le temps, c'est la temporalité qui sépare l'être du néant. Ainsi, le Sagérite envisage un moment où l'être puisse devenir un néant et un néant puisse devenir un être. De cette manière, donc, il fraye le chemin à la grande folie, ce que Severino appelle la folie de l'Occident, c'est-à-dire de penser un temps où l'être puisse devenir un néant et un néant puisse devenir un être. Au contraire, pour Severino, l'être a un caractère indiscutable, absolu et évident, comme on l'a dit, incontrovertible. D'ailleurs, la recherche même d'une démonstration du caractère incontradictoire de l'être révèle la folie occidentale, qui contemple donc cette possibilité de passage entre l'être et le néant. Cependant, Severino projette donc dans la prononciation du mot être, la possibilité de sa compréhension, si bien que l'être devient notoire dès que sa locution émerge. Lorsque le mot être est prononcé, il apparaît de per se notum, c'est-à-dire évident de par soi, ce qui ne signifie pas que l'être n'a pas besoin d'une démonstration, mais que lui-même, l'être, suffit à la démonstration de son contenu. En effet, dans la Structura Originaria, qui est un texte fondamental pour Severino, l'un des premiers en plus, mais qui a un corpus très très important, il affirme: l'être, c'est que pour être affirmé, ne nécessite rien d'autre que la présence de soi-même, ou bien il ne présuppose rien d'autre que soi-même en tant que présent. Donc, à cause donc, de son caractère, et pour respecter ce caractère per se notum de l'être, il faut que sa démonstration passe par une immédiateté, qu'il n'y ait pas donc de césure entre le sujet et sa prédication. Cela signifie donc fonder aussi le caractère fondamental de l'être, car comme Severino le dit dans le même texte à la page 163, l'immédiat est le fondement de soi-même. Il est donc d'emblée le fondateur et ce qui est fondé. Et c'est cela qui permet donc à l'être d'être considéré comme un fondement. L'immédiateté logique, donc, et parce que, comme on l'a dit, Severino entre ces résultats logiques dans la phénoménologie. Donc, dans une première partie qui est celle d'une enquête logique, l'immédiateté est démontrée par la connexion directe qu'il y a entre le sujet et sa prédication. En effet, de l'être, il faudrait dire nécessairement qu'il est. Bien que cette phrase puisse être niée par la conscience de manière purement formelle, nous verrons que, en fait, la négation de cette dialectique qui est le sujet à sa prédication s'avérerait autocontradictoire. En effet, Severino recourt à l'élenkos aristotélicien, donc il utilise un instrument mis dans l'histoire de la philosophie par Aristote pour critiquer Aristote. Et donc il arrive à affirmer qu'il y a une double prédication de l'être, l'une affirmative et l'autre négative. De l'être, il faut dire qu'il est, mais de l'être, il faut dire aussi qu'il n'est pas non-être. Donc la négation de cette double définition de l'être et là je vais dire une phrase compliquée, est une autonégation de la négation de l'identité opposition. Ce qui semble une phrase horrible est en réalité très simple, car l'identité opposition de l'être signifie justement le fait qu'il est et qu'il n'est pas non-être. Or, la négation de cette structure véritative de l'être s'avère autocontradictoire, car premièrement, nier donc la distance entre l'être et le non-être signifie aller contre le principe de non-contradiction. Et en plus, cela, ça veut dire nier la possibilité même de la négation, car toute négation est bâtie sur la différence entre être
être et non-être. Cela donc s'avère une autocontradiction du moment où la négation est transformée en une affirmation. Et donc elle est autocontradictoire du point de vue formel. Et en plus, l'autonégation s'avère contradictoire aussi du point de vue de son contenu, car on arrive à affirmer en fait que l'être est le non-être. Il y a donc une impossibilité en fait de nier cette structure, ce qui implique en fait la nécessité, l'irréfutabilité de la structure véritative de l'être, qui pour Severino est la structure originaire de ce dernier. On voit donc que, comme on l'a dit, Severino ancre ses résultats logiques dans la phénoménologie, et donc il constate que du point de vue empirique, on a toujours expérience de l'être. Comme le dit Heidegger, il y a de l'être partout, mais jamais on aura en fait expérience du néant. On a expérience de la disparition, de la sortie de la sphère de l'apparition, mais jamais en fait de la néantification de tout ce qui est de l'étant. Ainsi donc, la structure originaire de l'être devrait être pour Severino le contenu fondamental de l'épistémé, et donc et pour ce caractère incontrovertible de l'épistémie, de l'être, il partage en fait ce concept avec l'épistémie, sa structure irréfutable. Ce qu'il ne partage pas, c'est donc son contenu fondamental. En effet, Severino espère arriver à passer de ce qui est l'épistémie à un destin. Le destin partage avec l'épistémie la racine indo-européenne qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire sta, qui est, donc c'est un demeuré. Or, le destin partage aussi avec le devenir la particule de. Et donc, on arrive à une stabilité qui est sur la Terre et non pas au-dessus de cette dernière, et donc dans le monde des Hélicros on. Donc, le destin de la vérité exclut toute possibilité de contradiction. Et comme nous le savons, l'absence de contradiction et d'erreur dans la définition permet que l'erreur ne se reproduise pas de manière exponentielle pour toute la suite du calcul. Ainsi donc, les états n'apparaîtront pas comme des ombres du non-être, mais comme des éléments incontradictoires de cette structure essentielle qui est la vérité de l'être. Ainsi donc, toute l'histoire de la philosophie, selon Severino, s'est opposée en fait à cette vérité. Et cela commence en fait avec la spéculation de Parménide. En effet, Parménide arrive auprès de la déesse Dike. Il semble écouter le mot de la vérité, mais le monde occidental semble ignorer et ne pas se poser réellement à l'écoute de son chant lyrique. Je lis donc un petit extrait du poème de Parménide que je continue à trouver très beau en fait. Voici la porte du chemin du jour et de la nuit. Alors je vais te dire et tu vas entendre quelles sont les seules voies ouvertes à l'intelligence. L'une que l'être est, chemin de la certitude qui accompagne la vérité. L'autre que l'être n'est pas. Et que le non-être est forcément route où je te dis, tu ne dois aucunement te laisser séduire. Ainsi donc, Parménide arrive avant Platon à exposer le principe de non-contradiction, mais à le formuler de manière absolue. Pour cette raison, Severino considère, en reprenant les mots platoniciens, que Parménide en fait est un philosophe vénérable. D'autre côté, et il partage là aussi l'opinion de Platon, d'autre côté il est terrible car il fraye le chemin de la nuit, bien qu'il devait le poser parce que comme on l'a vu du point de vue logique, le néant est nécessaire. Il aurait dû en fait introduire les étangs non pas dans une forme, dans un néant, mais dans la pure identité de l'être, dans sa pure positivité. Ainsi la génération et la corruption ne seraient pas apparus comme des sorties et des retours au néant, mais simplement comme des apparitions et des disparitions. Il faut dire que cette théorie de Parménide a été exposée par Severino en 1964 dans un texte exigu au niveau des pages par lequel il est composé, qui est Ritornare a Parménide. Cependant, la portée épocale de ce texte a valu pour Severino l'expulsion de l'Université catholique de Milan et un successif débat très très long avec Cornelio Fabbro, car évidemment il niait
avec cette thèse des principes fondamentaux de la culture chrétienne, à savoir en particulier l'idée de création et de destruction, donc la possibilité aussi d'une vie après la mort. La deuxième étape pour l'intronisation définitive donc, de cette conception nihiliste du devenir en tant donc, mené par le néant, c'est justement Platon. Platon comme un parricide, et ça c'est un autre thème qui recourt dans l'histoire de la philosophie, mais que Severino lit d'une autre manière. Car bien que Platon ait sauvé les temps de la pure négativité du néant, au lieu d'introduire les temps dans la pure positivité de l'être, il a préféré séparer deux formes de néant. Le néant absolu, le néantion, et le néant relatif, le et cela est visible dans le texte le sophiste. Ainsi donc le temps est un non-être, une apousia tes ousies. Ainsi donc dans le 5e livre de la République, on va s'ouvrir un autre chemin alternatif aux deux posés par Parménide, c'est-à-dire le chemin de la métaxie, donc un chemin intermédiaire entre l'être et le néant qui donne une médiocrité ontologique aux étangs. Donc c'est là un moment fondamental donc pour que le devenir soit retenu non plus comme un ex nihilo nihil fit, mais comme un ex nihilo ad nihil, c'est-à-dire une sortie du néant et un retour à ce dernier. C'est ainsi donc que le parricide de Platon, c'est en fait un parricide manqué. Ainsi Severino affirme que l'Occident, et cela dans la crise et la tradition occidentale à la page 31, l'Occident, affirme Severino, est une république fondée par Platon. Ainsi donc, comme on l'a vu en faisant face au principe de non-contradiction, même Aristote qui affirmait dans l'éthique à Nicomaque que la vérité et l'amitié ne sont chères l'une à l'autre, mais c'est pour nous le devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. Il n'arrive pas à dépasser son maître, Platon, pour atteindre un objectif qui soit réellement à l'esthétique. En effet, donc, il y a des apories qui dérivent de l'intrication du néant, qui étaient toujours considérées, donc à partir de Platon et Parménide, comme ce qui pédicule les existences, c'est-à-dire comme une forme de source, en fait, de l'être, comme la destination ultime de l'existence. Cela conduit, en effet, à une identification du néant. Il faut dire que le caractère nébuleux du nihil n'empêche pas à Severino de se reporter à ce concept avec un raisonnement qui a les traits d'un calcul propositionnel. Donc si d'un côté il se pose en ligne avec les exigences du XXIe siècle de penser en fait le néant, d'introduire le néant dans les spéculations, de l'autre côté il enfreint les principes de la philosophie du XXIe siècle, car il se rapporte à ce concept en utilisant les catégories de la logique classique. C'est pour ça que Severino donc affirme qu'il y a des apories qui dérivent de la considération du néant comme une composante de l'univers. En effet, la première antinomie qui dérive de l'introduction du néant dans le cosmos dérive du fait de faire du néant le domaine de la possibilité. En effet, si les temps avant de venir à l'être est un néant, ça veut dire que le néant est en fait le domaine de la possibilité. La possibilité est bien sûr une structure positive, et ce qui n'est pas adéquat en fait pour décrire la pure négativité du néant. On arrive ainsi à une formulation plus proche à la polysémie indiquée par Aristote qu'à la vérité de l'être, donc à sa structure originaire de cette manière. Donc les temps se trouvaient identifiés au néant et le néant à l'être. Il y a donc une deuxième antinomie qui dérive de la violation du principe d'identité. En effet, si on affirme que le néant est une possibilité de l'étang, cela signifie arriver à une forme d'identification du néant, car l'étang, avant de venir à l'être, est justement un néant. Et même lorsqu'on veut affirmer que le néant est effectivement un néant, en ayant dit que l'étang, avant de venir à l'être, était un néant, on arrive par le principe de transitivité à saisir une identité entre l'être et le néant
lui-même. Severino garde donc la fonction logique du néant qui a la fonction d'estomper de l'être tout ce qui n'est pas non-être. Sa considération ontologique se révèle absolument impossible. Donc d'un point de vue dianoétique, donc du point de vue de la non-contradiction, il est absolument nécessaire poser le néant, mais du point de vue ontologique, c'est la manifestation de la folie qui prime dans tout le monde occidental. Ainsi donc l'angoisse, au contraire des philosophies du XXIe siècle, l'angoisse ne doit pas être considérée comme un sentiment révélateur par rapport à la structure ontologique de l'univers. Mais l'homme doit refouler l'angoisse, car en fait la motivation qui l'engendre est effectivement impossible. L'épistémée donc doit arriver à son crépuscule, et en particulier le contenu de l'épistémée, donc qui vient de devenir nihiliste, doit arriver à son crépuscule, en laissant donc de côté la terre isolée par rapport au destin de la nécessité, et en ouvrant donc un autre chapitre de l'histoire occidentale, qui est le chapitre de la joie et de la gloire de l'être. Ainsi donc, si la mort qui engendre donc l'angoisse en étant identifiée avec une disparition phénoménale et non pas avec un annihilement ontologique, doit être considérée comme une forme, non pas comme une forme angoissante de l'existence, mais comme une composante qui ne conduit pas à la néantification, mais à l'éternité de toute chose. En effet, comme le dit Horace, pulvis et umbra sumus, nous sommes de la poussière et nous sommes des ombres, mais nous n'arriverons jamais à être du néant. Nous sommes destinés à la disparition, mais non pas à la néantification. Et donc l'angoisse peut être mise de rencard par l'homme occidental. Ainsi donc la question leibnizienne, pourquoi l'être plutôt que le néant, n'a pas de sens pour Severino. Elle s'identifie même à une non-interrogation. Et pourtant, il faut dire qu'il en fait quand même le pivot de sa recherche. On arrive donc maintenant à saisir ce qui est la manifestation contemporaine du nihilisme, une fois mise de côté donc la structure immortelle de l'épistémée, car l'homme s'aperçoit qu'il n'arrive pas en fait à dépasser sa mortalité et il n'arrive pas en fait à la toute prévoyance de tout ce qui est. Il édifie un paradis qui est le paradis qui manque en fait de la seule chose qui est la vérité. Cela est dit dans un article du 26 janvier 2010 dans le Corriere della Sera, qui est un quotidien très important italien. Le projet d'Adam et de Prométhée a donc échoué, et donc l'homme est cherché d'apprivoiser une autre forme de puissance divine, qui est la puissance la plus forte. Et on reprend donc la citation qu'on avait dite au début. L'Occident veut acquérir cette forme de puissance qui est l'extrême, car à la fin on reconnaîtra qu'il ne peut plus y avoir des limites à la volonté de puissance quand elle veut produire quelque chose qui n'est pas présent mais qui est encore un néant. C'est ainsi donc que la puissance humaine trouve trouver l'absence en fait de limite, une forme de rencard en fait. Même la structure de l'épistémée qui est partagée au moins avec l'être, son caractère irréfusable. Ainsi donc l'homme veut acquérir à l'état actuel la puissance de génération et de destruction qui est propre à la divinité, justement car il pense que les choses et le reconnaissent comme vérité inéluctable, le fait que les choses proviennent du néant et retournent à ce dernier. On dit donc avec Severino qui exprime dans le Destino della Necessità à la page 51 que la science moderne est le constat de l'impuissance de l'épistémée, mais elle est aussi le développement cohérent et inévitable de cette dernière. La science moderne garde donc le contenu nihiliste de l'épistémée, mais elle met de rencard sa structure qui amènerait en fait à la structure véritative de l'être. L'épistémée traverse donc un moment crucial qui aboutit à sa réfutation.
Mais le même nihilisme qui exprimait l'esprit de l'épistémé prime de manière encore plus forte dans la société technique. La technique donc est la manifestation contemporaine de l'essence nihiliste, de la pensée épistémique. Les immuables donc doivent arriver nécessairement à leur crépuscule. Or, ce n'est pas le crépuscule que Severino espérait. Ce n'est pas un crépuscule en faveur de la luminescence de l'être, mais c'est un crépuscule en faveur d'une ténèbre qui est encore plus profonde et encore plus noire, qui est celle du savoir technique. Donc l'homme essaye de prendre la puissance de création et de destruction et peut faire cela seulement en transformant son savoir d'un savoir incontrovertible, donc d'un savoir irréfusable, à un savoir hypothétique qui donc voit en fait le devenir comme vérité qui ne peut être dépassée. Dans le même texte, donc Destino della necessità, Severino affirme à la page 50 que l'affirmation de devenir de l'étant reste indéniable. Or, l'indéniable consiste maintenant en la reconnaissance de l'imprévisibilité absolue et de l'impossibilité de l'anticipation de ce qui sort du néant. Elle consiste ainsi en l'exclusion de tout contenu indéniable, qui n'est pas la pure reconnaissance du devenir. Ainsi donc, nous arrivons donc à une transposition de l'épistémie en termes techniques. Si le monde occidental n'a pas pu voir en fait la folie qui prime dans toutes ces manifestations d'intelligence, donc de celle scientifique jusqu'à celle philosophique et poétique, c'est justement parce qu'il a créé donc des structures hypothétiques dans le monde actuel et irrécusables dans le monde jusqu'au XXe siècle, qui donc cachent en fait la folie et qui la prennent en fait comme vérité inéluctable, cela jusqu'au point de suspendre toute question sur le statut de la chose, de son rapport avec le néant et avec l'être. L'essence du nihilisme reste donc oppressante pour l'homme qui voudrait la dépasser. Ainsi donc un changement de prospective dans notre cosmos se conduit aussi au changement de la vision de l'étant. En effet, dit Severino dans le Destino della necessità, à la page 51, pour gouverner la manière dont l'être rentre et sort du néant, il faut débarrasser de toute théorie du tout. L'épistémé donc est mis de rencard. Et l'étant devient en fait, comme nous le dit le passage entre le grec et le latin, une res. La res provient du terme sanskrit raïs, qui signifie justement richesse. Donc plus grand est le nombre du temps que l'homme possède, plus est grand sa richesse. La richesse entendue comme une capacité de faire passer les temps du néant à l'être et de l'être en néant. C'est donc une volonté de puissance qui est une volonté qui se déploie dans un sens ontologique pour Severino. Il nous semble donc que Severino associe la beauté de la techné à la monstrueuse splendeur de Lucifer, si fascinante qu'elle exige d'être contournée. Dans le texte techné, édité par Adelphi en 2002, Severino affirme: l'histoire de l'Occident s'est s'emparer progressivement des étangs, soit profiter progressivement de leur disponibilité absolue et de leur oscillation entre l'être et le néant. Dans ce dernier reste la célébration de la métaphysique. Donc la considération encore du néant comme une composante essentielle de l'univers ne fait rien d'autre que reperpétuer en fait l'esprit nihiliste qui prime dans la société épistémique et en tant que dans celle technique. Le temps donc devient complètement libre par rapport à l'être. Et l'homme a la possibilité d'exercer donc cette puissance créatrice et destructive qu'une fois appartenait à Dieu sans limite aucune. La disponibilité donc de l'étang se fait infinie et donc la volonté de l'homme devient une volonté de volonté. C'est-à-dire que ce qui était jusqu'à ce moment un moyen est pris comme devient maintenant un but. C'est-à-dire que une plus grosse capacité d'atteindre des objectifs. C'est le vrai objectif de l'homme occidental, de l'homme d'abord épistémique et puis après technique. La volonté de puissance demeure donc du côté de l'être. Elle assume donc les traits d'une volonté ontologique. L'homme assume donc ce que Platon a appelé en fait la theia techné, donc la puissance divine, qui est garantie dans l'irrévocabilité de toute connaissance absolue. Et cela implique l'absence de limites théoriques à l'affirmation du pouvoir technique de création et de destruction.
Pour conclure, donc, on dira que la civilté technique est fille, comme le dit Severino dans le texte Gli abitatori del tempo, à la page 127, est fille de la convoitise des dieux. Les dieux donc auraient permis volontairement à Prométhée de leur voler le feu, simplement pour lui laisser l'illusion que les choses puissent être portées à l'être et détruites. Or cela signifie en fait pousser les hommes toujours plus loin par rapport à la vérité de l'être qui est en fait sa structure originaire. Ainsi donc le savoir épistémique et le savoir technique reste et demeure sur le chemin de la lumière, sans voir en fait la luminescence du concept fondamental de la métaphysique. Je vais donc vraiment conclure cette fois en disant que Severino en fait donne à Eschyle d'un côté la possibilité d'exposer la nécessité de trouver un remède à travers son appel donc à Zeus de trouver un remède pour chasser la vérité qui rend fou les esprits. Et il dit en plus que c'est Leopardi qui arrive à saisir l'essence nihiliste de tous les étangs. C'est donc le premier penseur occidental à percevoir à percevoir que le tout en fait est réduit à rien. Or, il ne comprend pas la folie. C'est pour ça que le pape affirme, et cela je veux le lire en italien, odorata ginestra, contenta dei deserti. La fleur genève, contente des déserts. Les déserts sont donc les terres nihilistes, les terres du devenir nihiliste, où l'être se fusionne avec les temps, en perdant en fait l'identité fondamentale avec soi-même. Le parti affirme en plus l'inutilité de recourir à un remède, au remède qu'est-ce a imploré à Zeus. Et encore, Leopardi dit: io ero spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentivo come soffocare, considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla. J'étais donc épouvanté de me trouver parmi le néant, un néant moi-même, et je me sentais étouffé en considérant et ressentant que tout est néant, solide néant. C'est donc la solidité du néant qui est le drame de l'Occident, qui ne permet pas en fait de vivre un rapport avec l'être, mais qui nécessite que l'homme soit toujours, l'homme et la pensée occidentale, soit toujours isolé par rapport à la vérité de l'être. Je veux donc vous lire un dernier extrait pour dire en fait que c'est pas peut-être trop utile de vous reprendre tous les arguments que j'ai portés jusqu'à ce moment, mais je veux en fait vous transmettre l'espoir de Severino qui est exprimé dans le texte Gli abitatori del tempo à la page 44. Or, les érines de la vérité qu'Héraclite évoque atteignent ce qui se dissimule, soit la vérité de l'être. Elle lui rappelle son destin, la nécessité anaque, qu'il reste uni à son être. Et puis. Merci. Bon, alors, est-ce que quelqu'un aura une question ? Moi, je veux bien me lancer, parce que c'est vrai que ça a l'air assez complexe pour quelqu'un qui ne connaît pas la pensée de Severino. Alors peut-être ce qui serait intéressant, parce que tu le connais bien, c'est de pas nous faire une généalogie, mais de voir à peu près ses lectures qui l'ont peut-être influencé. Moi, je sais que quand je découvre un auteur, je vais voir sa bibliothèque. Là, ça permet un peu de voir les références, parce que là, se mêle du Platon, on se sent plus proche d'Aristote tout de même, on se sent plus proche de Parménide aussi contre Héraclite, mais en même temps, on sent qu'il franchit les barrières, les frontières. Oui, en fait, Severino sûrement ancre en fait sa philosophie dans une lecture des philosophes anciens. Je pense que la plupart des étudiants de Severino répondraient en évoquant en fait son maître principal qui est Bontalini, avec lequel il a en fait eu des conversations pendant des dizaines d'années. Je pourrais même évoquer en fait des autres auteurs qui sont à la base de sa philosophie, mais moi je pense, et donc je vais dire ça, que en fait et contre Severino sur ça, et il serait pas content. Je pense que la philosophie de Severino est tout à l'intérieur de la philosophie d'Heidegger. En fait, il pose un nihilisme qui est différent par rapport au nihilisme heideggerien. J'ai pu comprendre que le nihilisme heideggerien
était plus de nature antique, alors que le nihilisme sévérien de nature ontologique. Mais je pense en fait qu'il se pose comme un oppositeur d'Heidegger. Et cela, je pense que c'est évident aussi dans ces textes qui réclament une certaine distance par rapport à Heidegger lui-même. Et lui-même, dans un texte, il dit « Je ne suis pas un répétiteur de Heidegger, je suis d'accord. Mais en même temps, je pense que sa spéculation a beaucoup à faire avec la spéculation heideggerienne et aussi nietzschéenne en ce sens. Et donc ça, j'espère d'avoir répondu. Parce que ce serait compliqué là maintenant évoquer des philosophes qui seront en plus des philosophes italiens sur lesquels Severino prend appui pour sa philosophie. Sûrement l'actualisme de Gentile, c'est un thème fondamental. Mais bon, ça ouvre, je pense, un autre... ça demanderait un temps majeur par rapport à celui qu'on a en fait. Il y a aussi une autre question par rapport à... Tu évoquais Gentile, Croce, donc le néo-idéalisme italien. Il me semble qu'il y a aussi une proximité entre Severino et les néo-idéalistes sur le rapport à cette épistémée, donc la science comprise de façon très générale, au sens que, tout comme les néo-idéalistes, il me semble que Severino, et tu me dirais si c'est vrai ou c'est pas vrai, n'engage pas une réflexion critique sur les sciences. Il n'est pas intéressé à, il n'est pas Cassirer qui va étudier la mécanique quantistique et il réfléchit sur la mécanique quantistique, mais plutôt il refuse en quelque sorte une confrontation directe avec les sciences pour dire qu'il y a un crépuscule de l'épistémée, un destin commun de tous les savoirs positifs occidentaux, sans, à mon avis, à mon sens, engager vraiment une réflexion critique sur les sciences. Et ça, c'était déjà un défaut chez Croce et chez Gentile, et ça me semble que c'est un peu un trait constant de toute la philosophie italienne, d'où à partir du néo-idéalisme jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors merci pour la question d'abord. En fait, moi je trouve que dans quelques textes, Severino se confronte avec des figures comme Carnap, comme Einstein. Il fait face en fait au thème de la relativité en des termes que moi je ne saurais pas répéter. Donc je pense qu'il y a quand même une confrontation avec le monde scientifique. Mais il faut quand même dire que Severino est un philosophe. Et donc, il pense la théorie. En fait, sa critique à l'épistémée, c'est déjà une épistémologie, ce qui n'est pas une science, en fait. Et donc, je pense, en fait, en reprenant vraiment ces mots, en ce sens, la philosophie a le devoir d'évoquer des significations fondamentales sur lesquelles elle bâtit. La science est toute pensée humaine. Je pense que Severino respecte ça et je pense qu'il essaye en fait de porter des confrontations aussi avec des hommes de science. Je ne sais pas si ces confrontations peuvent avoir la même valeur qu'il y aurait une confrontation entre deux personnes qui s'occupent uniquement de sciences. Et donc, je ne pense pas que... en fait, il parle d'une épistémée sans savoir qu'est-ce que c'est. C'est ça le but de la question. Je pense qu'il sait ce qu'il est, mais je pense aussi que, en fait, il recouvre son rôle de philosophe et donc il ne va pas plus loin. Mais il parle quand même dans ses textes de la théorie de la relativité. Il évoque quand même des arguments importants. Mais moi-même, en n'étant pas une personne qui n'est pas dans les sciences, je ne sais pas si la portée est celle d'un scientifique. Il y a aussi notre point qui tu as évoqué le fait que Severino répond déjà les figures d'Adam et de Prométhée comme des exemples d'épistémée un peu antélittéram. Et je me demandais si dans ces textes, que je ne connais pas dans les détails, il fait quelques différences entre la tradition chrétienne, la tradition biblique, et la tradition païenne,
Parce qu'il y a quand même une différence c'est un dessin commun de toutes les traditions Oui, occidentales. absolument, il est distinct. Bon, c'est peut-être moi qui a... Je pense que c'est intéressant de mettre à de côté pas- Adam. oui, absolument. Prométhée. Séverino en fait affirme même que en fait le savoir chrétien doit arriver en fait à un moment de débat avec le savoir technique. Donc en ce sens, on a un petit peu cette ambivalence. Et je pense qu'il le distingue très bien aussi parce que comme on l'a dit, il a dû quand même réfléchir beaucoup sur le christianisme aussi pour les débats qu'il a eu avec Corneille le Fabre ensuite à son expulsion de l'université de Milan. Donc je pense qu'il divise ces deux domaines, mais je pense aussi qu'en fait l'esprit qui soutient les deux, c'est le même. C'est-à-dire la création d'entités immuables et éternelles, en fait, unissent le Prométhée à Adam, en fait, dans ce sens. Ok, merci. Je pense. Merci pour la question. Il y avait aussi Jardinier. Oui, mais en fait, elle a déjà répondu, plus ou moins. Alors ma question c'était tout simplement si je regarde sur l'état des publications de ces textes et je me demande s'il se retrouvait dans un sorte de dialogue avec Foucault, pas concernant l'épistémé mais aussi la folie. Tu as beaucoup parlé de l'angoisse et je me demande si il y a une peut-être lecture de Foucault ou c'est pas croisé. Moi, ou je les termes l'ai tout le pas, temps. honnêtement, je ne l'ai pas trop revenu dans mes études. Il n'y a pas une lecture très forte de Foucault. Le thème de l'angoisse, je pense qu'il s'avère un petit peu plus proche aux lectures sartriennes et heideggeriennes, en fait. Oui, dans ce qui est derrière, c'est clair, mais je me demande si par hasard il y avait quelque chose qui peut-être, je ne sais pas, des commentaires de l'un sur l'autre. Moi, je l'ai pas, honnêtement, je l'ai pas. C'est vrai aussi que c'est pas le. Je l'ai pas trop cherché parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, le sujet des thèses était différent, donc je ne suis pas vraiment plongée dans la confrontation entre Foucault et Séverino. Mais merci pour la question, ça me donnera l'occasion d'aller voir mieux cela. Merci. Merci. Je vais quand même te poser la question. Vas-y. En fait, tu disais à un moment que l'angoisse, donc, ce n'est pas le sentiment du néant. C'est ça ou je me suis trompé? Non, je voulais dire en fait, je me suis sûrement mal exprimée. Je voulais dire qu'en fait l'angoisse n'est pas un sentiment qui doit être refoulé, en fait. Il ne doit pas, c'est un sentiment qui, par rapport aux autres, à d'autres philosophies, Séverino ne pense pas qu'il ait un caractère allégétique. En fait, l'angoisse, c'est le fruit de la folie de l'Occident, d'avoir pensé en fait l'être en termes de néant, je pense. Ok. Parce que là, tu disais aussi que Séverino n'est pas un répétiteur de Heidegger, mais en fait, c'est le parfait contradicteur de Heidegger. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense que Séverino, c'est le contraire d'Heidegger. Il touche exactement les mêmes thèmes. Oui, mais il les déploie voilà. dans un sens opposé. C'est pour ça que je disais, en fait, moi, je pense que la grande différence entre les deux, c'est que l'un déploie son analyse dans un sens plus ontologique. Et c'est Séverino, par absurde. Et pourquoi je dis ça? Parce que Séverino, en fait, pense que le nihilisme est tout à l'intérieur d'une mécompréhension de l'être en termes des temps. Alors que Heidegger pense exactement le contraire. Il pense que le vrai nihilisme, c'est d'avoir pensé les temps en termes, l'être en termes des temps. C'est ça, il y a un... Donc c'est pour ça que je dis ontologique. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu viens de dire par rapport au calcul? Parce qu'au début, j'avais l'impression qu'il y avait un éloge du calcul et de la technique dans le sens du Prométhée. Oui. Et voilà, donc pour Heidegger, les calculs, c'est justement le nihilisme. Oui. Donc c'est cette différence entre les nihilismes de Heidegger et Séverino, j'ai pas bien compris où se trouve la séparation que tu viens Bon, de dire. alors, je ne voudrais pas parce que c'est un thème compliqué et c'est un thème que... Non, parce qu'en plus, Séverino, on a parlé beaucoup. On a parlé beaucoup dans le sens où il a vraiment réclamé sa différence par rapport à Heidegger. Donc, je ne voudrais pas vraiment me tromper sur cette réponse.
je pense en fait qu'il porte deux discours complètement opposés, parce que c'est que Severino en fait réclame une identification du néant, alors qu'Heidegger pense à une identification de l'étang. C'est ça. Mais cela a des confins vraiment très très compliqués, dans lesquels honnêtement je veux pas trop me lancer, parce que je peux vraiment dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'il faudrait avoir les textes des deux, il faudrait aller à fond en fait. C'est une question importante. Je voudrais, même pour le respect pour M. Severino, je ne voudrais pas aller trop loin sur ça. Mais ça peut être sûrement un argument très intéressant de discussion. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je déclare la session fermée. Merci à tous.